Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de coder ensemble un algorithme en partant de zéro. Donc juste en utilisant Python et quelques librairies de base, on va coder un algorithme ensemble. Pour commencer doucement, on va prendre l'algorithme le plus simple à appréhender et à comprendre, qui est le k-nearest neighbor, le KNN pour les intimes. Alors, petit rappel sur ce que ça fait exactement. Le KNN, déjà, c'est un algorithme qui n'a pas de phase d'entraînement. Donc déjà, ça simplifie les choses. C'est plus un algorithme qui va venir constater. On pourrait le voir comme ça. Alors, imaginons que j'ai un dataset. Alors ici, il n'y a que deux classes, mais dans le dataset qu'on aura en test, il y en aura trois. D'accord? Donc 0, 1 et 2. J'ai donc ici mes deux classes, la jaune et la violette, donc classe A, classe B, et on me file un nouveau point. En me disant, voilà, ton point il est là. Dis-moi dans quelle classe il est. Est-ce qu'il est en A ou est-ce qu'il est en B? L'algorithme KNN va faire une chose très simple. Il va prendre ce point, il va calculer la distance euclidienne avec tous les autres points, donc il va lui renvoyer en fait une distance absolue. Il n'y a pas de notion de plus en avant, de moins en arrière, enfin voilà, juste une distance absolue qui va nous permettre de déterminer quels sont les plus proches voisins. C'est ce que veut dire k-nearest neighbor. C'est les k plus proches voisins, ou en français les n plus proches voisins, si on veut même traduire le k. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher quels sont les points qui sont autour, très très proche, et qui pourrait me faire dire, ben, comme il est plus proche de ça, il est normalement dans telle ou telle classe. Et bien sûr, il y a une notion de cas, donc de nombre, et on va lui demander, on regarde les 3 plus proches voisins, les 5 plus proches voisins, les 6 plus proches voisins. Enfin, on va lui dire, on va lui donner un nombre à regarder. Il dit, voilà, tu compares ce point avec les 5 points les plus proches, ou les 3, ou les 6. Ok? Donc c'est ce qui illustre ces cercles. Et par exemple, si je prends les 3 plus proches voisins, je me rends compte qu'au niveau de ma distance euclidienne, je le classe en B. Parce que sur les 3, j'en ai 2 qui sont dans la classe B et un seul qui est dans la classe A. Alors que le point le plus proche, si on regarde bien, c'est peut-être limite celui-là. Voilà. Peut-être à égalité aussi avec celui-là. Si je détermine un autre nombre de voisins, je prends 6, bah finalement il va basculer en classe A. Parce que j'en ai 4 sur 6. Ok? Donc le nombre K, donc le nombre de voisins qu'on doit prendre en compte est déterminant. C'est vraiment lui qui va amener de la fiabilité ou pas à l'algorithme. Pour ça, il y a des techniques pour optimiser le nombre de voisins qu'on prend en compte. C'est pas l'objectif de la vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment on code un KNN, mais il y a des techniques. Comme j'ai dit, pour faire ça, on va utiliser que des choses de base. Donc on va importer NumPy et on va utiliser la fonction counter. Et on va créer notre classe KNN. Ok? Avec une fonction d'initialisation qui est ici, qui fait rien du tout à part définir un cas si jamais il n'y en a aucun qui était défini quand on appelle la classe. Voilà, c'est juste ça. Une fois qu'on a fait ça, histoire d'être cohérent avec l'ensemble, même si on pourrait s'en passer, j'ai défini une fonction d'entraînement, donc une fonction fit, qui en fait ne fait que, elle fait le passe-plat, quoi. Elle passe les variables, elle fait rien d'autre. Je l'ai quand même créé par souci de cohérence avec d'autres modèles que l'on créera par la suite sous le même format. Parce que comme ils auront tous, eux, une fonction d'entraînement, et que l'objectif c'est d'avoir en fait de normaliser la façon dont on va appeler les choses. La fonction d'entraînement, elle existe, mais c'est tout. Elle ne fait que prendre les variables et les passer, quoi. Notre fonction de prédiction, on va la découper en deux. D'accord? Donc cette fonction-là qui sera appelée avec un modèle.predict, dans lequel on passera donc notre jeu de x en essayant de déterminer les y. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, tout simplement, elle va juste créer une variable qui sera une liste dans laquelle on va venir stocker nos valeurs y que l'algorithme va prédire. Donc en gros, on crée un tableau vide, et à l'intérieur de ce tableau vide, on va appeler la fonction L vraiment prédiction, donc la underscore predict, qui pour chaque valeur de x va venir déterminer une valeur de y. Et va nous retourner tout ça dans un beau tableau NumPy. Ok? Donc ça, c'est la fonction de base qu'on appelle. Et à l'intérieur de cette fonction, on a donc la fonction underscore predict qui, elle, va faire le gros du boulot.
Et le gros du boulot, c'est celui-ci. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de calculer déjà des distances euclidiennes. Donc pour ça, j'ai défini une fonction ici, qui est donc une fonction qui calcule les distances euclidiennes entre deux points, donc x1 et x2. Ici, donc c'est la racine carrée de x1 moins x2 au carré. Ok. Le passage ici, en fait, au carré permet d'avoir un absolu et pas de négatif. Imaginons qu'en fait x1 soit dans l'absolu, enfin soit plus grand que x2, on aura un nombre négatif, ce qui ne voudrait rien dire dans le cas de notre distance. Au moins, on se retrouve avec une valeur positive quoi qu'il arrive. C'est le principe des distances euclidiennes. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais lui dire, voilà, pour chaque valeur de x contenue dedans, tu me calcules en fait la distance euclidienne de chaque point par rapport aux autres. Ok. Et pour bien comprendre, je vais lui demander d'afficher ça. Ça, on va le cacher en attendant. Et ça aussi. Pour l'instant, on s'arrête là. On s'arrête à calculer des distances euclidiennes. Donc je prends mon premier point, je calcule la distance euclidienne de ce point avec tous les autres. Je prends mon deuxième point, je calcule la distance euclidienne de ce point avec tous les autres. Ok? Alors une fois que j'ai fait ça, hop, ici j'importe juste pour séparer mon dataset. Hein, et je vais lancer mon modèle. Donc je crée un modèle qui utilise ma classe KNN et je lui mets un K égale 3. Hop, je vais juste exécuter ça. Donc je lui passe mes données, hein, xtrain, ytrain, qui sont en fait un dataset Iris, qui est un dataset hyper connu dans tous les tutos de data science. Voilà, et je vais dire voilà. Ici, pouf, qu'est-ce que j'ai fait Non, c'est parce que je n'ai pas encore lancé. Si, j'en sais, hop, peut-être toi là. Ouais, c'est ça. Donc, tout ce que ça va me faire ici, c'est me renvoyer des tableaux avec des distances. Donc par exemple, mon premier point, il a toutes ces distances-là. C'est toutes les distances qui ont été calculées entre mon premier point et tous les autres. Ok? Donc ça me renvoie un paquet de distances. Ça, une fois que c'est fait, c'est bien joli, mais c'est pas le principal intérêt. Ce qui va m'intéresser derrière, par contre, c'est de récupérer les plus proches voisins, donc de classer. D'accord? De classer les distances euclidiennes de la plus proche à la plus éloignée et de ne garder que les cas plus proches voisins. Donc en appliquant cette fonction, c'est ce qu'elle va faire. On devrait récupérer en fait 3 points. Et là en plus on va récupérer leur ID, pas la distance, vraiment l'ID, le numéro du point pour faire simple. On va récupérer normalement les 3 plus proches voisins vu qu'ici j'ai déterminé un cas à 3. Donc je modifie la classe, je relance. Ah oui, si je fais pas le print, forcément, il n'y a rien qui sort. Ça sera mieux. Hop. Donc, et j'ai bien ici pour chaque point, donc je vois que pour mon point 0, les points les plus proches, c'est le 70, le 16, le 50, et ainsi de suite. Magnifique. Donc maintenant j'ai mes distances. Je sais quels sont les points les plus proches du point ici. Donc du point 0, du point 1, du point 2, du point 3. J'ai donc classé ça. Savoir quel est le point le plus proche, c'est sympa, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de connaître à quelle classe il appartient. Là, comme on est sur le dataset Iris, il y a 3 classes. Est-ce qu'il appartient à la classe 0, à la classe 1 ou à la classe 2? Eh bien, c'est ce qu'on va venir faire par la suite, ici, en réaffectant en fait les labels. Donc, on va juste chercher, en fonction de l'indice du point, le label qui correspond. Okay, et pour bien comprendre, on va l'afficher aussi. Boum, je réexécute mon modèle, et donc là je me retrouve avec ici, donc pour mon point 0, les 3 points les plus proches sont tous dans la classe 0. Pour mon point 1, les 3 points les plus proches sont tous dans la 1, pour le 2, pareil, enfin voilà. Et donc ici je me retrouve avec à chaque fois un point et les classes de ses plus proches voisins. Ok. Maintenant, l'étape suivante, c'est de voir dans ces résultats, donc dans ces 3 points qui ressortent, quelle est la classe qui ressort le plus. D'accord? Alors ici, je vois pas trop de points un peu qui pourraient prêter à confusion. Tac, 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 0, non, ils sont tous très très bien déterminés.
Ouais, ils sont tous très très bien déterminés. Mais imaginons que ici j'ai un point, ici ça soit un 1 au lieu d'un 0. Ce que je devrais retourner quand même, c'est le 0, parce que sur mes 3 points, j'en ai 2 qui sont classés en 0. Donc pour ça, on va utiliser en fait la fonction counter qui est capable de renvoyer le most common, donc le résultat le plus commun. Et on va lui dire que ce qui nous intéresse, c'est un seul résultat, donc c'est le plus commun. C'est aussi très très utilisé, notamment pour faire du classement, pour savoir dans du traitement de langage, ce genre de fonction, quels sont les mots qui sont le plus présents dans un texte, par exemple. Donc on peut lui dire, bah, tu me renvoies les 10 mots les plus communs, donc ici on mettrait 10. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la classe la plus commune, et c'est tout. Et donc, on va imprimer ça vraiment toujours dans un souci de compréhension. Et on va se retrouver maintenant avec 3 lignes. Ok. Donc, mes 3 points, leur classe, et ici, quelle est la classe la plus commune. Alors, pour bien comprendre le résultat ici de ce qu'on a, c'est on a la classe la plus commune et le nombre de fois où elle est apparue. Ok. Donc ici, bah, sur les 3, elle est apparue 3 fois. Et c'est quasiment... Voilà. Ici, bah, par exemple, K-Dimrust Neighbor, ici on avait 1, 1, 2, et donc il détermine quand même que c'est la classe 1 parce qu'elle apparaît 2 fois. Ok, donc là on comprend vraiment ça. Et une fois qu'on a calculé tout ça, on va juste retourner la valeur qui est dans most common 0, 0, c'est-à-dire qui correspond à ça, donc qui correspond vraiment à la classe. Parce que le nombre de fois où elle est ressortie, bon, c'est intéressant là pour l'exemple, mais c'est pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est dans quelle classe on vient de le mettre. Donc on va juste renvoyer cette fonction-là, enfin cette valeur-là. Ok, alors pour bien tout nettoyer, on va effacer les prints. Ok. Quoique, juste pour info, par exemple, si je change le nombre de cas ici, pour bien comprendre, et que je réexécute, voilà. Il va bien me chercher les 10 points, il va bien me chercher 10 classes, et il va bien effectivement me trouver la valeur la plus commune sur les 10. Et pas sur une seule, sur deux, enfin sur trois, non. Il fait, voilà, ça s'adapte. Le nombre de voisins que l'on détermine est bien pris en compte tout le long du process, quoi. Alors ça, une fois que c'est fait, je peux réeffacer tout ça. Ok. Alors, ce qui nous manquerait ici, c'est deux choses. Donc on a un modèle qui est capable de faire des prédictions, d'accord? Si je prends ma classe, j'utilise ma fonction d'entraînement qui ne fait juste que passer le plat, enfin passer les variables, et je lui fais faire des prédictions. Donc logiquement, je me retrouve avec un tableau de prédiction. Si j'essaye de l'afficher, je me retrouve bien avec une liste de prédictions, donc qui correspond à des classes 0, 1, 0, 2, 1, 2. Donc pour lui, les points que je vais passer, là, ceux que j'avais gardés de côté pour ma phase de test, il vient de me les classer. Ok. Et si je voudrais comparer ça à Y-test, donc là on va passer par un print pour fichier de ligne. Alors on va faire un print prédiction. Hop, sans faute, ça sera mieux. Et ça doit être Y-test. Y_test, je vais appeler ça. Ouais, ça. Exécuter. Donc voilà, ici on a bien notre tableau de prédiction qui s'affiche et on peut comparer en fait les classes réelles. Alors on pourrait se contenter de faire une comparaison visuelle, mais c'est quand même mieux d'avoir une métrique qui va le faire pour nous, donc de créer une fonction dans notre modèle qui va nous renvoyer donc l'accuracy, la justesse. Donc pour faire ça, on va définir ici notre fonction d'accuracy. Oups. Hop. Donc je définis au sein de mon modèle une fonction qui va venir me calculer la justesse de mes résultats. Et pour faire ça, tout simplement, on va lui donner les valeurs prédites, on va comparer aux valeurs réelles, et on va juste faire, mettre un pourcentage de ça, quoi. On va faire juste enfin voilà, c'est un pourcentage bête et méchant. Ok. Ce qui fait que maintenant, à l'intérieur même de mon modèle, j'ai une fonction accuracy.
chaque fois si je ne fasse pas les bonnes choses. Donc je vais déterminer que mon accuracy c'est le modèle.accuracy, j'appelle ma fonction. Je lui passe mes valeurs réelles, d'accord. Première, ici je me suis planté, c'est l'inverse. Je lui passe d'abord mes prédictions, et ensuite mes valeurs réelles. Ok, et je viens afficher cette accuracy. Boum. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il faut que je réexécute mon modèle. Voilà, c'est mieux. Donc, ici, ben, tout simplement, ça vient m'afficher que mon modèle il est à 100% bon. Magnifique. Sur le jeu de test. Ce qui est encore mieux. Maintenant, l'importance du nombre de voisins. Si je suis à 3, je me rends compte que je suis à 100% sur le jeu de test. Imaginons que je mette 10 voisins. Et bien, je vois bien que mon accuracy, elle baisse. Ce qui est logique. En fait, si je suis trop proche, ben, j'ai quand même des risques d'erreur. Et si je prends trop de données en compte, j'ai aussi des risques d'erreur. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, j'ai tellement de points que venir le classer, c'est presque du 50-50. Il y a une chance sur deux, quoi. Si je prends un rayon suffisamment large, limite, je prends tout le dataset. Donc pour venir classer un point, ça devient compliqué. Donc ce que je disais, c'est hyper important de déterminer le bon nombre de voisins. Mais ça, c'est pas l'objectif de la vidéo. C'est vraiment, vous regardez, la technique Elbow sur les K-nearest neighbors, ça fonctionne du feu de Dieu et ça permet de déterminer quel nombre de voisins on prend en compte dans notre K. On pourrait d'ailleurs aussi s'amuser à implémenter cette fonction, mais bon, on verra ça une autre fois. Donc ici, on a réussi, donc très simplement, c'est pas hyper compliqué non plus, à créer une classe qui nous fait un KNN, un K-nearest neighbor. Alors, histoire d'être bien sûr, on va comparer les résultats avec une librairie bien connue qui est scikit-learn, qui a elle aussi implémenté un K-nearest. Et donc, on va venir l'importer ici, on va lui donner le même nombre de données, le même nombre de voisins, on va l'entraîner, enfin, on va tout faire pareil en fait, et on va comparer en fait les résultats. Et en fait, c'est les mêmes. Et ce qui est assez, ce qui est normal, hein, vu que derrière, enfin, le principe de mathématiques reste le même. Donc, si on avait eu des résultats différents, ça aurait été bizarre. Maintenant, imaginons, donc je vais refaire mon 10. Ici, j'étais à 0,96, on va dire. Si je mets, hop, hop, et ça, je suis aussi à 0,96. Si je mets, je sais pas, 50, 50, ok, là ça baisse plus en fait. Ouais, donc je me rends compte que quel que soit le nombre de voisins que je mets entre le modèle que j'ai codé moi-même et le modèle proposé par scikit-learn, les résultats sont les mêmes. Donc ça semble vouloir dire que l'algo que j'ai codé à partir de 0 fonctionne plutôt bien. Enfin, en tout cas, il fonctionne comme il doit fonctionner et fonctionne aussi bien que celui qui est proposé par scikit-learn. Donc, pour résumer et pour conclure, pour coder un algorithme K-nearest neighbor, c'est en fait assez simple. On doit calculer les distances euclidiennes entre les points. Ok. Classer ces points en fonction du nombre de voisins, d'accord? Donc du plus proche au plus éloigné en fonction du nombre de voisins qu'on décide de prendre en compte. Faire le lien entre ces points et les classes dans lesquelles ils sont. Et renvoyer la classe la plus... alors plus commune, c'est pas... Ouais si, c'est ça. La plus commune présente dans ses voisins. Et une fois qu'on a fait ça, on a codé notre K-nearest neighbor. Voilà, c'était donc la première série, je pense, enfin, c'était la première vidéo, pardon, d'une série de vidéos qui sera consacrée au codage d'algorithmes à partir de zéro. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine fois. Merci en tout cas.